Parlons-en de la situation des émergents, des marchés émergents, avec les spécialistes de GEMO Asset et son président Bruno Vanier qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup fait le parallèle avec le Royaume-Uni. Est-il devenu un pays émergent ou un submerging market, comme disait Larry Summers il y a quelques jours, je crois. Vous êtes spécialiste des marchés émergents. Comment la sphère émergente absorbe le choc du dollar à ce stade? Alors, elle absorbe plus ou moins bien, selon les pays. C'est assez diversifié comme réaction. Mais on est quand même assez surpris, d'une certaine manière, par rapport à ce qui a pu se passer en 2012-2013, où on avait eu vraiment des devises émergentes qui avaient été fortement affectées par la hausse du dollar, justement. Mais ce n'était pas les mêmes. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les 5 fragiles, au premier rang duquel le réal brésilien qui baissait beaucoup, les roupies qui baissaient aussi, le rand sud-africain. Aujourd'hui, c'est complètement différent. En fait, on a 2 devises qui font mieux que le dollar. Si, ça existe. Enfin, il y en a même 3, mais on va mettre le rouble de côté, parce que le rouble est un peu particulier. Mais les 2 devises principales en Amérique du Sud, qui sont le réal brésilien et le peso mexicain, montent de 1 à 3% contre dollar depuis le début de l'année. Quand même, spectaculaire. Le dollar qui a pris 20% en un an. Voilà. Donc c'est quand même, je pense que au moins il faut le préciser, on va dire. Il faut l'avoir en tête. Et les roupies baissent, mais la roupie indonésienne baisse de 5%. Vous voyez, la roupie indienne un peu plus, mais pas du tout ce qu'on a vécu à l'époque. Et alors que, à contrario, les devises qui sont faibles dans le monde émergent, c'est les devises, j'en dis presque les devises les plus riches, entre guillemets, comme le won coréen, qui est affecté par la baisse du yen également, donc qui baisse de 15%, comme l'euro quasiment, contre dollar. Et le NT dollar qui baisse de 12% également. Donc on a vraiment un schéma complètement différent de ce qu'on a vécu à l'époque. Certains des fragiles il y a 10 ans sont devenus des antifragiles aujourd'hui. Fragiles, je pense qu'on peut le dire comme ça. Le marché obligataire brésilien est en hausse depuis le début de l'année. Alors, il y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui caractérise le Brésil dans cette situation, Ce qui caractérise de manière forte, outre l'incertitude politique qui quand même règne et qu'on va solder sans doute à ce week-end, puisqu'on a le premier tour des élections. Mais ce qui est monumental, c'est la hausse des taux que la Banque centrale du Brésil a mis en place depuis d'ici 8 mois quasiment maintenant. Une hausse de près de 12 points, parce qu'on est passé de 2,25 à 13,75. Wow. Donc, je pense que ça peut donner aux banquiers centraux. Ça montre l'ampleur, effectivement, du problème pour une banque centrale comme le Brésil. Vous l'avez dit, qui a commencé à monter les taux 1 an avant la Fed. Voilà. Il y avait un sujet d'inflation lié au prix de l'énergie qui est hydraulique, qui dépend du niveau du niveau d'eau dans les réservoirs. Donc, on a un effet de base là qui va devenir relativement meilleur, positif, et l'inflation baisse au Brésil. Elle a atteint son plus haut à 12% quand même, donc des taux à 13,75, c'est tout à fait normal, on va dire. Alors que la dernière lecture au mois d'août était de 8,7%. Donc clairement une baisse qu'on voit se continuer, se prolonger. Donc ça y est, ils ont passé le pic, ils vont pivoter, ça y est. Ils ont l'air d'avoir passé le pic, non pas qu'on attend la Banque centrale brésilienne baisser les taux à court terme, il y a quand même l'incertitude des élections. Si Lula, et il y a de fortes chances que Lula revienne au pouvoir, on aura besoin de quelques semaines pour analyser son gouvernement, son programme quand même, et est-ce que Lula va revenir sur les engagements quand même du Brésil à réduire ses déficits dans une perspective long terme. Tout ça reste une incertitude, donc c'est normal qu'on va avoir des taux d'intérêt réels élevés. De fait, le Brésil est parmi les pays où les taux d'intérêt réels sont les plus élevés au monde, mais si tout se passe bien de ce point de vue-là, on peut voir bien sûr une baisse des taux à partir du début de l'année prochaine. Et ce sera le premier. Et donc, ça veut dire sur le plan de l'investissement, parce que vous êtes à la fois action et obligataire aujourd'hui, chez GEMO Asset, c'est sur les 2 classes d'actifs, là, ça devient un bon marché, le Brésil, là, aujourd'hui. C'est vrai que le Brésil se porte bien, même sur les titres. Enfin, la bourse est plutôt en hausse. Alors, traduite en dollars, elle est traduite en euros, c'est... Oui. Le Pérou, mais c'est le Brésil.
Mais par contre, quand on regarde ce qui s'est passé, hein, il y a encore beaucoup de titres brésiliens qui ont beaucoup baissé, notamment dans la consommation. Donc ces titres-là sont en train de repartir. Je veux dire, ils ont une performance depuis 3 mois qui est meilleure que sur la première moitié de l'année. Et on estime que là, il y a des opportunités d'investissement qui sont intéressantes. Notamment Lojas Renner, qui est le H&M brésilien, qui a vu sa part de marché quand même beaucoup remonter au cours des dernières années. Et sa valorisation quasiment divisée par 2. Donc là, il y a une opportunité d'investissement. Et il y en a d'autres. Donc le Brésil, on a tendance à plutôt le surpondérer, voir le surpondérer davantage post-élection. Ouais. Très clair. Si on regarde ce qui se passe en Asie, alors c'était un des chiffres qui était rapporté dans le Financial Times ce matin, qui est sans doute pas une surprise. Effectivement, la dynamique était assez claire quand même depuis quelques temps. Je crois que c'est la mise à jour des dernières prévisions de la Banque mondiale qui permet d'affirmer que pour la première fois depuis plus de 30 ans, depuis 1990, la croissance chinoise cette année sera inférieure au reste de l'Asie. Ouais, c'est pas foncièrement étonnant compte tenu de 2 éléments dont un est assez exceptionnel, l'autre est malheureusement plus structurel pour la Chine. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des pays type l'Inde dont la croissance reste très forte. Une croissance post-Covid qui se porte bien. On parlera sans doute de l'Inde après. Revenons à la Chine. La Chine a 2 sujets qui la paralysent d'une certaine manière. Le premier, c'est les confinements successifs, j'ai envie de dire. Second trimestre et même pendant l'été. Confinement qui se cristallise, j'ai envie de dire, avant le fameux congrès du Parti communiste d'octobre prochain. Clairement, les autorités chinoises ne veulent pas prendre le risque d'une expansion de l'épidémie au moment du congrès. Au congrès, il faut que tout se passe bien, que Xi Jinping soit bien sûr... Il faut stabiliser les marchés aussi. Stabiliser un petit peu les marchés. Donc on voit un peu la bourse chinoise remonter, là, un peu, on y croit. Et donc ça, cet élément-là, on peut dire que c'est un peu exceptionnel. C'est difficile même de dire que c'est exceptionnel parce que le Covid, on a l'impression qu'il faut qu'on vive avec pour longtemps encore. Mais c'est vrai qu'on peut avoir là un effet de base quand même indéniablement positif à partir du 2e trimestre 2023, qui aura un effet sans doute positif sur le résultat des entreprises. Donc là, on peut sentir peut-être un petit peu d'optimisme, on va dire. Deuxième problème, l'immobilier. Alors, là, par contre, c'est plus compliqué. On a un sujet structurel sur l'immobilier, sur le fonctionnement même de l'immobilier en Chine. Les promoteurs immobiliers privés sont trop endettés. De fait, leur performance était vraiment mauvaise l'année dernière. Elle est encore pire, j'ai envie de dire, cette année. Face à ça, les promoteurs qui appartiennent à l'État, les entreprises d'État, on voit leur performance pour eux nettement meilleure. Et ce qui se passe, c'est que les privés ont du mal à terminer, sont trop endettés. Certains, beaucoup, font faillite. Et les projets sont repris par des entreprises d'État pour ne pas créer une vague systémique qui ferait bien sûr peur à tout le monde. Alors, on peut dire qu'à court terme, on sent que les autorités maîtrisent le sujet, qu'on ne va pas avoir une contagion systémique. Néanmoins, ça a quand même un effet très négatif sur l'économie. On ne peut pas le nier. C'est quand même pratiquement un quart de l'économie chinoise, une bonne partie de sa croissance passée. Disons qu'on n'aura plus cette croissance de l'immobilier en Chine, compte tenu de la démographie chinoise, compte tenu du stock qui existe. Alors, non pas que les ménages chinois soient surendettés, ils ne le sont pas. Donc, encore une fois, je réitère, pour moi, il n'y a pas un problème systémique extrêmement grave. Néanmoins, il faut régler le problème des entreprises surendettées. L'État a la volonté de le faire, de fait. Il ne pousse pas, comme ça a été le cas dans le passé, à faire de la relance immobilière, qui est sans doute la relance la plus simple à faire. Il refuse ces vieilles recettes. Ce qui est à moyen terme plutôt une bonne chose. À court terme, il faut en payer le prix. C'est ce qu'on fait en ce moment. Entre le Covid, les confinements durs, la perte de richesse à travers le krach immobilier, dans quel état ressort le consommateur chinois ? C'était quand même le vecteur d'investissement, le marché domestique, la consommation intérieure. C'était l'Eldorado de la Chine, qui poussait les investisseurs vers la Chine. Mais n'oublions pas quand même que la forte croissance chinoise
des 20 dernières années, elle ne s'est pas faite vraiment sur la consommation. Non. On voit bien que sur l'infrastructure, de fait, le poids de l'infrastructure, le poids de l'industriel a augmenté, même le poids de la consommation a même baissé dans le total du PIB. Quoi. Ça ne veut pas dire, bien sûr... Non, mais ça montre bien qu'entre ce qu'on anticipait, ce qu'on prévoyait et la réalité, il y a un écart. Pour ce qui nous concerne, moi je préfère qu'on ait une croissance de la consommation, parce que c'est une croissance qui me paraît plus pérenne, qui est plus dans laquelle on peut investir via des entreprises cotées sur les marchés domestiques comme Hong Kong. C'est moins cyclique, c'est plus structurel, et de fait le consommateur chinois a encore de beaux jours devant lui, j'ai envie de dire, même si à court terme sa confiance est un peu érodée par cette problématique immobilière notamment. Mais je ne suis pas un pessimiste sur le sujet. Je pense que post-congrès, on aura une feuille de route plus claire. La plupart des postes à responsabilité dans l'organe politique chinois sera nommé. D'ailleurs, donc tous les responsables auront une feuille de route, auront un horizon assez dégagé de presque 5 ans. Et là, on passera, je dirais, sans doute de l'idéologie actuelle au pragmatisme, à l'action. Ouais. Et là, on verra que peut-être qu'on aura des leviers pour faire repartir l'économie chinoise à un rythme de croissance qui ne sera pas les 10%, ne sera plus les 10%, mais qui sera un rythme soutenu. Et ce consommateur chinois, il va continuer d'acheter des marques internationales, des marques étrangères, il va continuer d'acheter du luxe et des produits de luxe fabriqués et produits par nos entreprises françaises ou européennes, américaines, ou est-ce qu'il y a des changements possibles ? Il y a des changements d'habitude de consommation. C'est vrai que la nouvelle génération, la génération Z, n'a pas les mêmes habitudes de consommation que les précédents. Néanmoins, il y a un point sur lequel on n'a pas trop de doute, le luxe, ou j'ai envie de dire l'ultra-luxe, n'est pas remis en cause. Hermès a encore de beaux jours devant eux sur le marché chinois. En revanche, pour je dirais, les produits plus intermédiaires, c'est vrai qu'il y a un nationalisme quelque part qui pointe son nez en Chine, heureusement ou malheureusement, on verra ce qu'il en sera dans le futur, et qui se traduit par une volonté d'acheter plutôt local, des marques locales, dont on connaît peu l'importance encore jusqu'à aujourd'hui. On le voit dans certains produits de sport, par exemple Li-Ning et Anta sont des 2 grandes sociétés chinoises qui marchent très bien. C'est quoi, le Nike et le Reebok chinois Alors c'est encore un peu moins cher quand même que Nike, mais ça prend des parts de marché, c'est indéniable. Donc là, il y a des opportunités à jouer, d'autant que ces titres-là ont quand même bien baissé dans les ventes assez importantes qu'on a vu voir sur le marché chinois. Bon, et l'Inde ? Pourquoi l'Inde vous intéresse peut-être particulièrement aujourd'hui L'Inde, elle nous intéresse parce que, d'une part, la croissance indienne, c'est quasiment la plus forte croissance au monde, et ça devrait le rester pour des raisons assez, je dirais, logiques. On a une population très jeune, très importante, qui aspire bien sûr à augmenter son pouvoir d'achat. On a aussi une sorte de une industrialisation qui est en train de se passer dans un concert politique mondial qui est en train de changer. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait fabriquer massivement en Chine. On a délocalisé une partie de cette production au Vietnam pour des raisons de coût de main-d'œuvre et puis aussi pour diversifier à peu près ses sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation politique plus compliquée. Les relations sino-américaines ne s'améliorent pas, et on voit mal comment elles pourraient s'améliorer fortement dans les années à venir. Il y a une volonté du monde, je dirais, occidental, industriel occidental, à avoir des sources d'approvisionnement dans des pays qui soient plus, peut-être plus politiquement corrects, lisible, du point de vue de l'Occident, peut-être aussi lisible d'une certaine manière, démocratique. Bruno, le move d'Apple qui fait fabriquer son iPhone en Inde. Pas tous, mais une partie. Non, pas tous, j'ai bien compris, mais c'est quand même un signal extrêmement fort. C'est un signal fort. Et bien sûr, le gouvernement Modi fait tout accueille pour ça, évidemment. On va pas les bras ouverts. On va pas leur en vouloir pour ça, bien évidemment. Donc il y a un shift quand même dans le modèle économique indien qui est en train de se mettre en place. Il y a les services informatiques, ça on connaissait très très bien. Il y a une volonté, et là, il y a une stratégie industrielle vraiment en train de naître. L'Inde, c'est un marché local potentiellement aussi grand que celui de la Chine. Donc il y a
c'est que quand on investit quelque part pour les exports, on aime bien avoir la possibilité aussi de vendre localement, quoi. Et là, le marché indien, c'est l'Eldorado par définition, je veux dire, pour les 30 à 40 prochaines années. Donc ça fait sens, bien évidemment, pour n'importe quel industriel d'avoir une base de production en Inde, d'autant que les coûts de main-d'œuvre sont assez attractifs. Ils y trouveront la compétence. Ils y trouvent la compétence. Ce qu'ils ne trouvent pas forcément aujourd'hui, c'est l'écosystème. Ouais. Alors, c'est-à-dire que dans le sud de la Chine, dans la région de Gangwon, là, il y a un écosystème extraordinaire. C'est fluide, c'est rodé. Voilà, qui permet aux entreprises de basées là-bas d'être compétitives, alors que les salaires chinois sont 3 à 4 fois supérieurs aux salaires indiens. Hein. Mais ils sont compétitifs parce qu'il y a un écosystème, une efficience, une efficacité indéniable. Donc ça, le challenge de l'Inde, c'est de créer un écosystème similaire. Ça prend du temps, ça va pas se faire en 6 mois. Donc les entreprises basées en Chine ont le temps de voir tout ça, ont le temps de s'adapter. Certaines taïwanaises qui sont basées en Chine investissent également en Inde. Donc il y a effectivement une redistribution qui va prendre, qui est quand même assez progressive. Passionnant, ce sujet indien et cette stratégie industrielle sur l'Inde désormais. Pour des grands groupes occidentaux, Apple a été effectivement le symbole de ce premier mouvement, de ce premier pas effectivement vers l'industrie indienne. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage et cette mise en perspective de la sphère émergente dans un univers de marché qui reste très très bouleversé. Mais vous l'avez compris, les fragilités ne sont pas forcément là où on le croit aujourd'hui. Le réal brésilien est une devise qui a progressé contre le dollar depuis le 1er janvier 2022. Et il y en a très peu d'exemples en ce sens. Bruno Vanier, le président de GMO Assets, était notre invité dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.